Soyez bienvenus, nouveau numéro d'International sur les antennes de Radio France Internationale, de TV5 Monde, émission réalisée en liaison avec le quotidien français Le Monde. Aujourd'hui, notre invité est un président de la République, chef de l'État de la République du Niger, Mahamadou Issoufou. Merci d'être avec nous. Nous vous avons lancé cette invitation à l'occasion d'un sommet de crise qui vient de se dérouler à Paris, je le rappelle pour nos téléspectateurs et auditeurs, sommet de crise autour d'un événement tragique, l'enlèvement de ces dizaines, pratiquement centaines de lycéennes au Nigeria par une secte fondamentaliste islamiste, Boko Haram. Vous étiez avec les présidents du Niger, Cameroun, du Bénin, du Tchad autour de François Hollande pour tenter de trouver une solution. Nous allons faire un rappel de cette situation avec quelques images et donc commentaires. Je voudrais tout d'abord nous voudrions vous demander si vous avez des nouvelles de ces lycéennes, si vous savez où elles sont, si vous, dans le cénacle de ce sommet, vous avez des informations que nous n'avons pas. Vous savez où elles sont, vous savez dans quelle situation elles se trouvent? Malheureusement, on ne sait pas de manière précise où sont les jeunes filles enlevées par Boko Haram. Au mois d'avril, il y a de cela à peu près un mois. Le 15 avril, mais oui. ce dont on est sûr, c'est qu'elles sont toujours au Nigeria. Mais où au Nigeria, c'est cela qu'on ne sait pas. Et je pense que les discussions qu'on a eues hier, à l'occasion du sommet auquel vous venez de faire allusion, nous ont permis, en tout cas, de mettre en place un certain nombre de mesures qui puissent nous permettre, à terme, de les retrouver et de les libérer. Alors, nous allons vous poser beaucoup de questions autour de leur situation, des moyens d'action, négociations, actions militaires, quelle opération? Tout d'abord, rappel des faits autour de cette situation, rappel de ce qu'est Boko Haram, et puis les commentaires que vous aviez il y a encore très peu de temps. C'est le visage de Boko Haram. À la tête de cette secte terroriste, Aboubakar Sheko prône l'application stricte de la charia au Nigeria. Au nom du rejet de l'éducation occidentale, plus de 3600 tués depuis 2009, en majorité des musulmans, femmes et enfants compris. Mais c'est l'enlèvement de près de 300 lycéennes nigérianes qui soulève une indignation planétaire. Boko Haram menace de les vendre ou les marier de force et exige la libération de prisonniers. Des personnalités du monde dont Michelle Obama se mobilisent. Les familles nigérianes peuvent désormais compter sur les experts étrangers venus à l'aide du Nigeria et de son président. Ils ne peuvent emmener ces filles nulle part. Ils n'ont nulle part où se cacher. Nous devons travailler avec la communauté internationale qui est résolue à nous aider pour ramener les filles chez elles. Le président nigérian veut prolonger l'état d'urgence décrété depuis mai 2013 au nord-est du pays. Boko Haram frappe aussi plus au sud, jusque dans la capitale Abuja, mais aussi dans les pays voisins. Les frontières ne les arrêtent pas, au contraire, par elles transitent des armes. Boko Haram pénètre au sud du Niger ou à l'ouest du Tchad. Au nord du Cameroun, ils prennent des otages occidentaux. Leurs actions provoquent des déplacements de population et menacent l'ensemble de la sous-région, selon les experts. Les militants de Boko Haram s'enfuient, franchissent la frontière et essayent de constituer des bases arrières au Cameroun. Boko Haram n'est qu'un élément de la nébuleuse djihadiste en Afrique. Al-Qaïda au Maghreb islamique et les Chebabs somaliens forment deux pôles, avec au centre les signataires du sang. Des mouvements intégrés au djihadisme international. Le Sahel, zone tampon entre plusieurs États, sert de base arrière aux djihadistes d'AQMI. Ici prospèrent tous les trafics, dont celui des otages. Après la guerre en Libye, les armes prolifèrent. Au Nord Mali, les salafistes supplantent la rébellion Touareg de janvier 2012. La France intervient militairement avec le soutien des États voisins, dont le président du Niger. Nous allons en guerre. Une guerre qui nous est imposée par des terroristes et des trafiquants en tout genre. Une guerre injuste. Cette guerre, nous la gagnerons. La guerre n'est pas terminée. Les fronts du djihad continuent de poser une menace pour la sécurité régionale et globale. Mahamadou Issoufou, on vient de vous entendre. Cette guerre, disiez-vous, voici quelques jours, nous allons la gagner. Au lendemain de ce sommet à Paris, avec vos homologues donc des pays voisins, est-ce que vous confirmez cela? Est-ce que la voie passe par une action de guerre ou par la négociation? Mais écoutez, les terroristes ne sont pas dans une perspective de négociation. Tous leurs actes, tout leur comportement le prouve. Donc il n'est pas question de négocier avec les terroristes. Je pense que tout le monde l'a compris.
C'est pour cela que nous avons fait la guerre au terrorisme au Mali. C'est pour cela que la guerre au terrorisme est faite en Afghanistan et partout ailleurs dans le monde, en Somalie. On est en guerre contre le terrorisme. La guerre est totale contre le terrorisme. Il n'y a pas de place pour la négociation avec les terroristes. Et en ce qui concerne Boko Haram, ce que nous avons décidé hier, c'est de mener une guerre sans merci contre ce groupe extrémiste qui commet des actes ignobles, des actes qui déshonorent l'islam, qui donnent une mauvaise image de notre religion, parce que l'islam, c'est pas ça. L'islam, c'est la tolérance. L'islam, c'est le juste milieu. Et tous les musulmans, parce que vous savez que le Niger est un pays musulman pratiquement à 100%, la plupart des musulmans nigériens rejettent ce que fait Boko Haram. Et au Nigeria également, c'est la même chose. Les musulmans du nord du Nigeria rejettent les prétentions de cette secte à imposer sa volonté à l'ensemble du pays. Sophie Malibaud, RFI. Est-ce qu'il n'y avait pas un risque à tenir une opération aussi médiatique que ce sommet à Paris, très visible, à donner de la visibilité, à donner une notoriété aux leaders de Boko Haram qu'il n'avait pas jusqu'à présent? Non, je ne le pense pas. Je pense que ce sommet de Paris est venu au bon moment. Vous savez que Boko Haram, qui a été créé en 2002, a eu, je dirais, une période d'incubation militaire qui a commencé à partir de 2009. Boko Haram a commis beaucoup d'actes, mais le dernier acte qui a scandalisé le monde entier, qui a scandalisé la communauté internationale, c'est cet enlèvement, encore une fois, des jeunes filles innocentes. Après cet enlèvement, il était tout à fait normal qu'on se retrouve ici, à Paris, afin d'harmoniser, de définir une stratégie. Mais pour contrer cette il y a 2 ans au organisation. Nigeria, il y avait déjà à peu près les mêmes leaders réunis autour de la même question. Qu'est-ce qui s'est passé dans les 2 dernières années? Dans les 2 dernières années, ce qui s'est passé, comme je l'ai dit, il y a eu un développement. Il y a eu un développement des activités militaires de Boko Haram et les attaques contre l'armée nigériane, les attaques contre les églises, les attaques contre même le siège des Nations Unies, rappelez-vous, une radicalisation effectivement de Boko Haram. Et il est temps maintenant que tout le monde se mobilise pour arrêter cette avancée de Boko Haram dans la région. Vous parlez de guerre, mais ce sommet, les résultats du sommet ne ressemblent pas aux résultats d'un conseil de guerre non plus. Qu'est-ce qu'il y aura? Il y aura une démarche auprès du Conseil de sécurité des Nations Unies, inscrire Boko Haram sur la liste des organisations terroristes, ça ne fait pas gagner une guerre, ça. Est-ce que l'on peut raisonnablement penser que les États de la région vont coopérer pour lutter contre la secte? Vous savez, le sommet quand même a abouti à des conclusions très importantes. Ces conclusions ont porté sur la nécessité de mettre en place une mutualisation des capacités de renseignement des pays du bassin du lac Tchad. Vous y croyez? J'y crois très fermement. Une mutualisation aussi des moyens opérationnels de différents pays. Du reste, vous savez, avant le sommet, le sommet n'a peut-être pas très bien fonctionné, et c'est cela qu'on paye avec le développement de AQMI dans la région. On a payé la paralysie du CEMOC, mais je pense que ce qui va se passer autour du lac Tchad ne sera pas à l'image de ce qui s'est passé avec le CEMOC. Nous avons au niveau de la CBLT, de la Commission du bassin du lac Tchad, déjà depuis 2012, vous voyez, décidé de mettre en place des forces multinationales composées des forces du Nigeria, des forces du Niger, du Tchad et du Cameroun. Chaque pays a promis de mettre en place un bataillon et c'est en cours de mise en place. Donc il y a des dispositions qui sont prises et le sommet, me semble-t-il, a confirmé ces décisions-là que les États se sont engagés à mettre en œuvre. Sophie Malibaud. Pour revenir sur le format de la réunion, il n'y avait pas de présence de l'Union africaine, il n'y avait pas de présence de représentation de la CEDEAO. Comment expliquer? Est-ce que ça risque pas de gripper ensuite le processus? Non, je ne pense pas que ça puisse risquer de gripper le processus. Il n'y a pas besoin de l'Union africaine.
la CEDEAO, l'Union africaine sont d'accord avec nous. Nous allons ensemble traiter cette question de Boko Haram dans la région, d'autant plus que c'est une question qui concerne pratiquement tous les pays et pratiquement toute l'Afrique, puisque Boko Haram a des connexions avec les autres organisations terroristes, notamment Al-Qaïda au Maghreb islamique. Al-Qaïda au Maghreb islamique, les Chebab de Somalie. Et d'ailleurs, nous avons eu des preuves par rapport à la connexion entre Boko Haram et AQMI, parce que les services de sécurité du Niger ont eu à saisir des correspondances adressées par Drukdel à Aboubakar Shekau, le leader de Boko Haram, et dans lesquelles Drukdel donnait des orientations aux responsables de Boko Haram. Quel genre de relation entre AQMI et Boko Haram? Ce sont des financements, c'est de la formation de combattants. D'après ce qu'on sait, les deux idéologies ne sont pas les mêmes. C'est les mêmes idéologies, au fond. C'est les mêmes idéologies, c'est le rejet des valeurs occidentales, c'est l'installation de la charia, c'est la création des Émirats islamiques dans les pays africains. Et donc AQMI a très fortement aidé Boko Haram, surtout dans la formation. Vous savez, pendant la période de l'occupation du Nord Mali, il y a eu beaucoup de militants de Boko Haram qui étaient partis se faire former au Mali. Mais on disait que l'opération Serval avait servi à couper le lien justement entre Boko Haram et AQMI. Mais je vous parle du temps où le Nord Mali était occupé par AQMI. Mais maintenant, l'opération Serval, effectivement, a très fortement affaibli AQMI. Et actuellement, on ne pense pas qu'il y ait des relations entre Boko Haram et le débris des terroristes de l'AQMI qui restent encore au Mali. Mamadou Issoufou, on voit dans le petit rappel qui vient d'être présenté qu'au fond, le terrorisme, naturellement, se joue des frontières. L'une des difficultés de la réponse que les États tels que les vôtres apportent lors de sommet de Paris, c'est que, au contraire, chacun des États, au fond, clive un peu ses frontières. Il n'y a pas de dialogue, on peut le dire ici beaucoup, entre le Nigeria et le Cameroun. Il n'y a pas les forces de l'ordre ne peuvent pas faire de suite. Est-ce qu'il faut, à chaque fois que vous veniez à Paris, pour vous parler des chefs d'État de cette région? Non, on s'est parlé entre nous avant de venir à Paris. Oui, mais se parler, mais agir. C'est pas incompatible. Se réunir à Paris et puis se réunir en Afrique entre nous, c'est pas incompatible. Qu'est-ce que ça a apporté de plus? Je pense que déjà, entre nous, je le rappelle, on a fait des réunions au niveau de la commission du bassin du lac Tchad. Et à ce niveau-là, on a eu à traiter des questions sécuritaires. On avait décidé de mettre en place, excusez-moi, je le rappelle, de mettre en place une force multinationale composée des bataillons des différents pays. On avait déjà décidé également à cette occasion de renforcer notre coopération au plan sécuritaire. Mais maintenant qu'on se retrouve à Paris, moi je pense que cela est important dans la mesure où nous avons besoin aussi de la France. Vous avez besoin des États-Unis, de militaires, vous avez besoin de renseignements. Qu'attendez-vous de Paris aujourd'hui? Nous avons besoin des États-Unis, nous avons besoin des Américains ou de la Grande-Bretagne, surtout dans le domaine du renseignement. On ne peut pas imaginer, par exemple, qu'il y ait des soldats, des militaires français, anglais ou américains sur le sol, nigérians ou camerounais, pour lutter contre Boko Haram. C'est envisageable ou pas? Et y en a-t-il déjà? Est-ce qu'il y en a? Je pense qu'à ce stade, c'est pas nécessaire. Du reste, le président français l'a clairement dit qu'il n'a aucune intention d'envoyer des soldats français au Nigeria. Je pense que le Nigeria a des forces militaires capables de faire face à la situation. Ce qui manque, par contre, c'est le renseignement qui puisse permettre de rendre efficaces les actions des forces militaires du Nigeria. L'armée nigériane est aussi sous le feu des critiques, notamment de la part des États-Unis la veille du sommet, des critiques très fortes sur leur manière d'opérer, la brutalité de leurs interventions, quelquefois qui rasent tout un village avec les populations civiles, etc. Est-ce qu'en fournissant les renseignements, mais sans assurer le suivi ensuite d'une éventuelle intervention, on ne prend pas des risques aussi? Ça fait partie des questions qu'on a abordées d'ailleurs hier à l'occasion du sommet. Nous avons dit qu'il faut un emploi mesuré de la force. Il ne faut pas combattre Boko Haram de telle sorte qu'on puisse jeter d'ailleurs les populations dans les bras de Boko Haram. Il faut faire un combat
avec beaucoup de discernement. Je pense que tout le monde l'a compris et on tiendra compte. Et Boko Haram, par exemple, il faut les détruire, comme disait François Hollande à propos du Mali, les détruire ou les juger. On sait que la tête du chef de Boko Haram est mise à prix, et 7 millions de dollars par les Américains. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Les détruire physiquement? Les éradiquer? Il faut les détruire tant qu'ils ont les armes à la main. Maintenant, s'ils déposent les armes, on les enverra en prison, on va les juger, conformément aux lois. Mais tant qu'ils ont les armes à la main, l'objectif doit être leur destruction. C'est pour cela qu'on est déterminé à mener une guerre totale contre ce groupe terroriste. Mais est-ce que le Niger, en particulier, a les moyens de mener cette guerre totale? Vous avez des frontières qui sont assez... qui posent pas mal de problèmes avec le Mali. On sous-estime un peu le Niger. Mais voyez ce qui se passe. Nous sommes dans un contexte régional où on est entouré par des pays qui sont déstabilisés par les terroristes. Il y a la Libye, par la Libye, au niveau de la Libye, au niveau du Mali, au niveau du Nigeria. Mais le Niger continue à rester un îlot de paix et de sécurité. Parce que nous avons très tôt, nous avons pris des dispositions très tôt pour sécuriser notre pays, pour sécuriser nos frontières. Certes, ce n'est pas suffisant. Nous avons encore beaucoup de choses à faire et nous avons besoin du soutien extérieur, en particulier dans le domaine du renseignement. Mais aujourd'hui, le Niger est un pays totalement sécurisé sur l'ensemble du territoire. Il y a des incursions de Boko Haram, mais chaque fois qu'il y a incursion de Boko Haram à Difa, nous arrivons à les arrêter. Même récemment, on a arrêté des militants de Boko Haram dans la région. Il y a eu même un affrontement entre les forces de défense et de sécurité du Niger et des groupes de Boko Haram. Mais nous prenons les dispositions, en tout cas au Niger, pour que cette menace-là n'expose pas nos populations et le pays. Sophie Malibaud, RFI. Le trafic d'armes passe notamment par le territoire nigérien. Qu'est-ce que vous pouvez faire de plus pour endiguer ce flux d'armes à destination de Boko Haram? C'est vrai, nous avons un pays très vaste. Il y a beaucoup de points de passage entre la Libye et le reste du Sahel, entre la Libye et le Nigeria. Et notre objectif, justement, c'est de boucler ces points de passage, c'est de verrouiller ces points de passage. Et vous voyez, le Niger a une position de ce point de vue stratégique importante. Si nous arrivons à verrouiller les points de passage au Niger, on va sécuriser non seulement le Niger, mais on sécurise l'ensemble de la région. Comment c'est là que ça n'a pas été fait jusqu'à présent. C'est là l'occasion de dire qu'il faut attaquer le mal à sa racine. Et la racine du mal, c'est la Libye. Il faut stabiliser la Libye. J'ai eu coutume de dire qu'une des erreurs qui a été commise, c'est de n'avoir pas fait le service après-vente. Après la chute de Kadhafi, il fallait pas intervenir, il fallait pas que les Occidentaux interviennent en Libye, Monsieur le Président. Il aurait fallu que les mêmes forces qui ont aidé à la chute de Kadhafi aident à stabiliser la situation en Libye. Aujourd'hui, la Libye, que ce soit au sud ou à l'est, au niveau vers Benghazi, la Libye n'est pas stable. Même hier, il y a eu des affrontements, par exemple à Benghazi, vous le savez. Et la Libye est devenue un sanctuaire pour les terroristes. Tous les terroristes qui ont été chassés du Mali se sont réfugiés dans le sud libyen. Et la Libye, c'était un énorme magasin d'armes. Kadhafi a accumulé beaucoup d'armes dans le pays. Et après sa chute, toutes ces armes-là ont irrigué toute la région. Sont en train de disséminer dans la région. Et en particulier, Boko Haram s'approvisionne en armes à partir de la Libye. C'est pour cela que nous insistons sur la nécessité de stabiliser. Dernière question avant la pause de Sophie Malibaud. Non, mais je remets ma question, si vous voulez. Tant que la situation n'est pas réglée en Libye, vous, concrètement, au Niger, pour le trafic d'armes, comment vous faites pour endiguer? Est-ce que vous avez avancé sur ce chapitre pendant le sommet? On a très fortement avancé parce que le trafic d'armes à travers le Niger a très fortement diminué. Et vous voyez d'ailleurs les mesures que nous avons eu à prendre nous ont permis, nous, de minimiser les effets négatifs de la crise libyenne par rapport, par exemple, au Mali, parce qu'on a vu très tôt venir le danger et on a pris très tôt les mesures appropriées qui puissent permettre de sécuriser le pays. Monsieur le Président de la République du Niger, beaucoup de questions encore à vous poser. On vous retrouve dans quelques instants après ce point de l'actualité internationale sur RFI et sur TV5 Monde. A tout de suite.
Retour international. Notre invité aujourd'hui, le président de la République du Niger, Mahamadou Issoufou, au lendemain de ce sommet de chefs d'État de la région, lutte, guerre contre Boko Haram, dites-vous, pour tenter de retrouver ces quelques 200 lycéennes actuellement détenues par cette secte fondamentaliste. Lorsque vous regardez l'actualité, vous voyez une forte mobilisation. Pourquoi est-ce qu'il aura fallu attendre cette mobilisation internationale de personnalités, Michelle Obama, hier encore à Paris, pour que ce sommet s'organise, pour qu'il y ait une sorte de prise de conscience, alors que quand on regarde dans l'actualité de ces dernières années, vous l'aviez d'ailleurs dit vous-même, il y a plus d'1 an, la menace terroriste est terrible pour nous. Pourquoi est-ce que cet événement est à ce point différent et sonne peut-être le réveil de conscience internationale? Mais vous savez, beaucoup de choses se jouent sur l'émotion. Quand même, cet enlèvement qu'il y a eu de 200 jeunes filles a créé une onde de choc dans le monde, a ému l'ensemble de la communauté internationale. Et c'est cela, je crois, qui explique... Ces mobilisations sont nécessaires, ces manifestations? Ces manifestations sont nécessaires. Il faut mobiliser le monde entier, il faut mobiliser les États, il faut mobiliser les populations pour que, d'abord, parce que c'est ça l'objectif immédiat, retrouver et libérer les jeunes filles et puis organiser une riposte appropriée pour lutter contre Boko Haram. Le problème avec ces mouvements de médiatisation, de tout d'un coup tous les spots sont fixés sur un événement comme au Mali ou en Libye et après quelquefois le soufflet retombe un peu vite. Oui, c'est vrai, mais justement, dans le cas d'espèce, il faut éviter que le souffle tombe un peu vite. Il faut entretenir le souffle, il faut poursuivre le combat, puisqu'une fois que les jeunes filles seraient libérées, le combat n'est pas terminé. Il faut poursuivre le combat contre Boko Haram, et c'est ce que nous avons décidé d'organiser hier au sommet. Et puis, au-delà de ça, il y a un autre aspect extrêmement important qu'on a évoqué hier, c'est la question du développement, c'est la question de la pauvreté, qui est le principal allié du terrorisme dans nos pays. Et là, il se trouve qu'au niveau du bassin du lac Tchad, moi, en tant que président en exercice de la commission du bassin du lac Tchad, j'avais rappelé que nous avons un plan de développement de la région et j'ai lancé un appel à la communauté internationale pour qu'elle puisse soutenir le financement de ce plan qui est extrêmement important pour les populations de la sous-région. Quand vous regardez, Boko Haram intervient justement sur les rives du lac Tchad, à l'est du Nigeria, au nord-est du Nigeria, un peu au sud-est du Niger. Ensuite, du côté du Cameroun, c'est la même chose, c'est sur les rives du lac Tchad, et même chose du côté du Tchad. Par conséquent, le gros problème, la meilleure façon d'endiguer le terrorisme à long terme, c'est de se préoccuper des questions du développement économique et social de cette zone. Vous ne jouez pas sur le même temps. Pour l'instant, le temps joue en faveur de Boko Haram. Ce sont des actions immédiates, c'est du court ou du moyen terme. Les opérations de développement, on sait, prennent des dizaines et des dizaines d'années. Nous sommes conscients de ça. Nous disons l'objectif immédiat, c'est de libérer les jeunes filles. Ensuite, il faut poursuivre les actions sécuritaires pour vaincre Boko Haram, mais parallèlement aussi, il faut entreprendre des actions de développement parce que, je le répète encore, le principal allié du terrorisme, c'est la pauvreté. Et dans un pays comme le vôtre, par exemple, est-ce que vous avez encore de la marge de manœuvre? Est-ce que vous avez encore de l'argent à consacrer à de la défense, à la sécurité sur toutes vos frontières, alors que la population reste très pauvre? Nous sommes obligés d'avoir deux fers au feu. C'est-à-dire à la fois nous occuper des questions sécuritaires et aussi nous occuper des questions de développement. Vous savez, il ne faut pas répéter l'erreur qui a été commise dans les années 80, dans les années 90, parce que pendant cette période-là, on a considéré qu'il ne servait à rien d'investir dans la sécurité. Or, aujourd'hui, l'expérience est faite, investir dans la sécurité, c'est aussi investir dans le développement. Donc il faut faire les deux choses en parallèle, il faut faire les deux choses en même temps. Christophe Châtelot. Vous avez on a évoqué tout à l'heure les incidents dans la région de Difa. Vous les qualifiez d'incursion de Boko Haram. Vous pouvez affirmer que Boko Haram n'est pas implanté au Niger. J'affirme que Boko Haram n'est pas implanté au Niger. Ils viennent du Nigeria parce que chaque fois qu'il y a des affrontements entre Boko Haram et l'armée nigériane, Boko Haram vient se réfugier au Niger
Et au Niger également, nos forces de défense et de sécurité les neutralisent. L'opinion publique peut-être a du mal à comprendre qu'un pays aussi important que le Nigeria, quelques 150 millions d'habitants, une armée, etc., puisse ne pas savoir où se trouvent ces jeunes filles. Comment se fait-il, alors que on sait que lorsque des otages occidentaux, par exemple, sont détenus, on sait à peu près dans quel village ils se trouvent. Comment se fait-il que cet État soit aussi impuissant, ou peut-être que l'armée soit gagnée d'une certaine façon par Boko Haram pour cette inefficacité? C'est très surprenant. C'est vrai, vous avez raison. Ce pays, c'est un grand pays, c'est 170 millions d'habitants. Mais comme j'ai dit, un des problèmes auxquels nous faisons face et qu'on doit régler, c'est un peu comment créer les conditions de l'adhésion des populations. Mais l'armée n'est pas infiltrée, l'armée du Nigeria par exemple, elle n'est pas infiltrée par Boko Haram, elle n'a pas des renseignements? Je n'ai pas d'éléments par rapport à cet aspect, mais ce qui est important, c'est le contrôle de la population. Boko Haram cherche à intimider les populations. Pour en avoir le contrôle, nous devons mettre en œuvre des mesures qui puissent permettre que les populations adhèrent au combat que nous menons. Et je pense que nous allons y arriver parce que nous avons décidé d'ailleurs hier de mobiliser les leaders religieux modérés du nord Nigeria et de l'ensemble de nos pays, de mobiliser les chefs traditionnels de nos différents pays. Parce qu'il faut se rappeler, historiquement, en fait, l'islam dans nos régions a toujours été un islam modéré. Parce que historiquement, la première émergence des mouvances islamiques, c'était au début du 19e, fin du 18e, début 19e siècle, avec Ousmane Danfodio qui a créé cet empire de Sokoto et qui a pu mettre en place une espèce d'islam notabilisé, islam attaché au pouvoir traditionnel, islam attaché aussi au pouvoir moderne. Malheureusement, cette tradition a été perdue avec les nouvelles écoles islamiques modernes qui ont produit de nouvelles élites qui sont en rupture avec le pouvoir traditionnel. Et c'est un peu cela qui a donné des élites, en fait des terroristes comme Aboubakar Shekau. Mais vous justement, sur ce radicalisme religieux, il y a le Moujao, donc c'est un islam radical mais négro-africain. Il y a Boko Haram. Est-ce que c'est une tendance qui est en expansion ou alors est-ce que c'est des choses qui existaient mais qui étaient moins visibles auparavant? Est-ce que c'est une menace en croissance? Vous savez, et pourquoi? Au Nigeria, par exemple, il y a eu, depuis les années 70, et c'est à cela que je faisais allusion, une rupture au niveau même de l'enseignement islamique entre l'école coranique traditionnelle et la nouvelle école moderne qui a été mise en place, qui a formé de nouvelles élites et qui a abouti également sur la création de mouvances islamiques qui avaient chacune son interprétation de l'islam. Il y a eu au Nigeria, actuellement au Nigeria d'ailleurs, il y a 3 mouvances islamiques. Mais 2 mouvances ont été, je dirais, notabilisées. Et malheureusement, Boko Haram a versé dans le radicalisme. Et c'est pour cela qu'il faut voir aussi du côté de l'enseignement islamique qui est dispensé dans nos différents pays. Et Boko Haram dispose de fonds manifestement très importants. Ils ont une très lourde puissance de frappe. Jusqu'où vous remontez la chaîne du financement de Boko Haram? Vous savez qui sont les responsables à part les pillages, le fruit des pillages, du braquage des banques, etc. Il y a des fonds. Nous pensons que c'est ça la source de financement de Boko Haram. C'est toutes il n'y a pas des financements de l'extérieur. C'est toutes ces actions que vous venez de signaler. Et les monarchies du Golfe. Toutes ces actions que vous venez de signaler, les rackets, les attaques des banques, la prise d'otages, l'intimidation des hommes d'affaires du Nigeria, auxquels Boko Haram impose parfois de payer un impôt forcé. Maintenant, il semble qu'il y a des ONG aussi qui interviennent dans nos pays. Et ces ONG peuvent être aussi des sources de financement. Il y a un problème de traçabilité. Il y a un problème de traçabilité des fonds, de ces ONG par exemple? C'est vrai qu'il y a un problème de traçabilité de fonds, mais ces ONG interviennent pour financer des actions apparemment pacifiques. Maintenant, il faut que les États soient davantage vigilants et vérifient la destination finale des fonds qui sont mis à la disposition par ces ONG. C'est une guerre de religion, ce que vous décrivez ou pas?
Non, une guerre de religion, en tout cas... Concurrence entre différentes tendances de l'islam? Non, pour l'instant, Boko Haram a cet objectif, c'est de mettre en place un État islamique au nord Nigeria. Donc l'objectif est politique. L'objectif de Boko Haram, c'est de contrôler, de prendre le pouvoir politique au Nigeria. Donc ce n'est pas qu'une guerre de religion, une fraction de l'islam contre une autre, ou bien l'islam contre le christianisme. Non, Boko Haram a des objectifs politiques. On a le sentiment d'avoir un peu changé d'ère ou d'époque avec ce qu'il est convenu d'appeler le printemps arabe. L'Occident a regardé avec beaucoup d'espoir au début un certain nombre d'hommes forts ou de dictateurs qui étaient renversés par la rue. Et vous disiez et vous dites, attention, c'est pas forcément de cette façon qu'on installera des régimes plus démocratiques. Vous maintenez cette inquiétude? Absolument, je maintiens cette inquiétude, surtout au regard des conséquences que le printemps arabe a eues sur notre région, sur le Sahel. La situation au Mali, quelque part, c'est une conséquence de ce qui s'est passé en Libye. Donc c'est une conséquence du printemps arabe. On voit aussi comment le printemps arabe a évolué en Égypte. Ça a abouti au coup d'État, ça a abouti à la remise en cause de la démocratie. On ne sait pas ce qui va se passer en Libye, mais pour l'instant, la Libye n'est pas stabilisée. En Tunisie, les choses semblent bien s'arranger. Donc, globalement, si on doit faire le bilan de ce qui s'est passé dans le monde arabe, en tout cas en ce qui concerne notre région, le bilan est négatif. Vous parlez d'un chaudron, même plutôt que d'un printemps arabe. Tout à fait, j'ai dit, à lieu et place du printemps arabe, il faut plutôt parler d'un chaudron arabe. Quel est l'état de vos relations avec la Libye? Vous avez fait un geste d'un certain côté en renvoyant des Libyens à Tripoli. Par ailleurs... Nos relations sont excellentes avec les autorités libyennes. Nous nous efforçons d'entretenir des relations de bon voisinage avec tous les pays frontaliers du Niger, notamment avec la Libye. Et notre objectif, c'est d'apporter notre contribution à la stabilisation de la Libye. Mais quand des membres de votre gouvernement préconisent une intervention franco-américaine en Libye, vous ne craignez pas de Nous ne vous préconisons pas une intervention étrangère à Libye, c'est aux Libyens d'en décider. Mais nous sommes prêts à travailler, à collaborer avec les autorités libyennes pour les aider à stabiliser le pays. Parce que tant que la Libye restera déstabilisée, nous courons des risques de déstabilisation dans le Sahel. Mamadou Issoufou, nous voudrions, donc président de la République du Niger, nous voudrions parler de votre pays. Nous avons parlé de cette menace terroriste. La transition, c'est peut-être de dire que ce terrorisme, il pousse sur un terreau, celui de l'extrême pauvreté, de la misère. Votre pays est l'un des plus pauvres au monde. Quand on regarde la carte des potentialités, on est au contraire surpris. Ce sont des pays très riches. Leur sous-sol est riche. Il y a des potentialités énormes. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas un meilleur, rendement de ce potentiel pour la population elle-même? C'est vrai, vous avez raison de le dire. Nos pays sont très riches. Si je prends le cas du Niger, nous disposons d'uranium, nous disposons de pétrole, uranium, or, charbon, et etc. la population n'y est plus pauvre. Nous sommes en train de mettre en œuvre un programme qu'on appelle programme de renaissance et qui enregistre beaucoup de résultats, qui enregistre beaucoup de réussites. Nous avons mis en place beaucoup de projets structurants. Par exemple, si je prends l'exemple du barrage de Kandaji, ce barrage de Kandaji qui permettra au Niger d'avoir de l'énergie à faible coût est en train d'être mis en place. Nous venons de lancer un autre projet structurant avec Bolloré, le projet de chemin de fer, la fameuse boucle ferroviaire depuis Cotonou jusqu'à Abidjan, en passant par Niamey. À la fin du mois de juin, je vais lancer un autre projet très important avec les Américains. Il s'agit de l'exploitation d'une mine de charbon qui permettra d'alimenter une centrale thermique de 600 MW. Je suis en train de réussir l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens parce que vous savez, nous sommes un pays du Sahel. Une des préoccupations des populations, c'est l'alimentation, c'est la sécurité alimentaire. Et nous sommes en train de réussir cette révolution verte que constitue l'initiative 3N. Les Nigériens nourrissent les Nigériens. Et désormais, au Niger, sécheresse n'est plus synonyme de famine. Mais comment cette croissance, ces investissements peuvent-ils avoir des retombées positives sur la population, sachant que cette population double tous les 20 ans?
Est-ce que cette croissance démographique ne bloque pas tout espoir de redistribution? Nos téléspectateurs et auditeurs que le Niger est le pays qui a la plus forte progression, croissance démographique au monde, 7 enfants par femme aujourd'hui. C'est vrai, la croissance démographique est un défi majeur pour nous au Niger. Nous avons récemment fait le recensement général de la population et il se dégage de ce recensement que nous avons un taux de croissance de 3,9% par an. C'est énorme, c'est vertigineux. Et comme vous l'avez dit, le taux de fécondité aussi est élevé, plus de 7 enfants par femme. Donc nous sommes engagés à créer les conditions, vous courez après la population. à créer les conditions de la maîtrise de la démographie, parce qu'avec un tel taux de croissance, pour accroître le PIB par habitant, il faut avoir des taux de croissance de 8, 10, 15%, avec un taux de croissance de la population de 4%. Alors, dans combien de temps la population verra-t-elle les dividendes de ce que vous promettez? Vous êtes au pouvoir depuis 3 ans. Mais la population a déjà des dividendes de ce qu'on promet. Il y a déjà plus d'éducation au Niger, il y a déjà plus de santé au Niger, les gens arrivent à manger à leur faim. On a fait reculer la famine, on a même été félicité par la FAO en 2012-2013. Nous sommes en train de mettre en œuvre un programme qui a beaucoup de réussite, mais le défi démographique est un défi majeur pour nous. Comment créer les conditions de la transition démographique au Niger, c'est à cela que nous sommes attelés, réduire la mortalité maternelle et infantile, mais en même temps aussi maîtriser l'accroissement des naissances. Sophie Malibaud, RFI. Pour ce qui est de l'exploitation du sous-sol et de l'uranium notamment, il y a un peu plus d'un an, vous étiez dans cette émission et un accord devait être signé avec notamment Areva qui exploite l'uranium au Niger. Est-ce qu'on a avancé sur cette question? Oui, on a beaucoup avancé. Areva est un partenaire stratégique pour le Niger. Ça fait 40 ans que nous sommes ensemble. Mais pour l'essentiel, nous avons trouvé des points d'accord sur les questions essentielles. Et très prochainement, à Niamey, nous allons signer un accord avec Areva. Un accord équilibré entre Areva et le Niger. Vous vouliez que donc Areva contribue plus au niveau de la redevance. Vous voulez que cette redevance soit beaucoup plus... Je dis bien, notre objectif, c'est de renforcer le partenariat avec Areva, mais il faut que ce partenariat soit équilibré. D'ores et déjà, vous aviez promis également que le gisement d'Imouraren serait en fonction avant la fin de votre mandat. On sait d'ores et déjà que un retard important est pris, ça risque de ne pas se faire. Oui, tout simplement parce que la mise en exploitation d'un gisement dépend du marché. On ne va pas produire sans pouvoir vendre. Donc nous sommes en train de discuter ensemble avec tous les partenaires qui sont intéressés par ce projet-là et nous verrons à quel moment, quel est le meilleur moment pour effectivement le mettre en exploitation en fonction de l'évolution du marché. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on le paie le juste prix, votre uranium? Vous voulez vous voudriez vendre plus cher, non, évidemment. Vous savez, l'uranium, dès le départ, n'est pas payé à son juste prix. Il y a une injustice à l'égard de l'uranium en tant que source d'énergie. Parce que quand on compare l'uranium avec les autres sources d'énergie concurrentes, par exemple le pétrole, le charbon, l'eau, etc., on se rend compte que l'uranium n'est pas payé en fonction de son pouvoir calorifique. Si on devrait, par exemple... Je rappelle que vous êtes ingénieur des mines. On devrait considérer, par exemple, la source d'énergie la moins chère en France. Ça peut être le charbon, ça peut être l'eau. Et qu'on faisait le raisonnement suivant. Comment payer l'uranium naturel pour que le kilowattheure nucléaire soit égal au kilowattheure de l'énergie concurrente la moins chère? Eh bien, on aura 1 kg d'uranium à 300 000 francs CFA, alors que l'uranium est payé à moins de 70 000 francs CFA aujourd'hui. Donc, c'est même le prix du marché de l'uranium. C'est même le prix du marché de l'uranium qui est un prix injuste à la base. Vous voyez? Et donc, nous considérons que l'uranium est mal rémunéré. Est-ce que vous comptez toujours sur un soutien du gouvernement français à vos côtés dans cette négociation? On a vu l'ancien ministre Pascal Canfin prendre votre défense devant l'Assemblée nationale en disant que... Je vous ai dit que les négociations sont quasi terminées. Bon. Nous avons pratiquement trouvé un compromis sur l'essentiel. Ce serait pour quand? Vous disiez qu'il y avait juste quelques retouches à faire. Oui, il y a toujours quelques retouches à faire. Bon. Nous continuons à nous entendre sur les retouches qu'il y a à faire parce que nous voulons faire un bon accord
un accord durable, un accord solide, parce que le partenariat stratégique avec Areva est important pour nous. C'est-à-dire que ce que vous appelez un accord équilibré comporte aussi des investissements dans le domaine social ou dans le domaine des infrastructures, ou c'est uniquement une discussion industrielle? Vous me permettrez de ne pas dévoiler déjà le contenu de l'accord avant la signature. Quand l'accord sera signé, vous en verrez le contenu. Vu d'ici, quels sont les délais? Très rapidement, ça va intervenir. Il y a des joueurs économiques nouveaux et très puissants en Afrique, je pense notamment à la Chine. C'est bien comme ça de ne pas être dans un tête-à-tête historique avec la seule France? Mais vous savez, on n'a jamais été en tête-à-tête historique avec la France. En ce qui concerne en particulier l'uranium, parce que souvent, les gens ont le sentiment que Areva, qui intervient au Niger, a le monopole de l'exploitation de l'uranium. Areva n'a jamais eu le monopole de l'exploitation de l'uranium. La première société qui a été mise en place, la Société des mines de l'Aïr, avait comme actionnaires non seulement les Français, les Nigériens, mais aussi les Allemands et les Italiens. Donc c'était déjà diversifié. Même chose pour la compagnie minière d'Akuta, la deuxième mine de production d'uranium, qui a comme actionnaires les Japonais, les Espagnols, bien sûr les Français. Mais justement, certains Donc, pays... ça a toujours été diversifié. Il n'y a pas eu de tête-à-tête entre le Niger et la France, en tout cas en ce qui concerne le domaine de l'exploitation. Le fait que certains pays renoncent ou en tout cas ralentissent leur programme nucléaire n'est pas de nature à vous inquiéter? Parce que vous dites... ça nous inquiète. Ouais. Ça nous inquiète bien sûr, puisque ça a une incidence sur la demande de l'uranium et par conséquent sur les prix de l'uranium. Et c'est pour cela que j'ai dit, en ce qui concerne par exemple le gisement du Mouraren, nous allons réfléchir sur le meilleur moment de le mettre en exploitation, parce qu'il ne faut pas qu'une nouvelle production qui arrive sur le marché déprime davantage le marché de l'uranium. Si vous n'obtenez pas un accord suffisamment bon et suffisamment acceptable par les populations, c'est un dossier qui peut vous fragiliser à l'intérieur? Non, l'accord sera bon. Je ne me mets pas dans l'hypothèse qu'il ne sera pas bon. L'accord sera bon. Il y avait notamment comme problème la question de la sécurisation et de la sécurité autour des mines et des sites d'exploitation, notamment après les prises d'otages d'employés. Est-ce que ça, c'est aussi quelque chose qui est réglé? Il y avait une certaine susceptibilité en termes de souveraineté. Qui assure la sécurité? Qui peut avoir des armes ou pas? Non, c'est quelque chose qui est réglé. Et nous avons une vision très claire. Nous avons une doctrine très claire. Personne ne peut disposer des armes de guerre en dehors des forces armées nigériennes. Mais donc, ça, c'est une doctrine. Et nous sommes capables de protéger les sites. Et depuis, c'est nous qui protégeons les sites. Nous continuerons à protéger les sites. Nous continuerons à protéger notre territoire. Nous ne pouvons pas accepter qu'il y ait d'autres groupes qui aient des armes de guerre sur notre territoire. C'est ce que j'appelle le monopole de la violence. Il doit appartenir à l'État nigérien, à personne d'autre. Vous voyez ce qui se passe au Mali. C'est parce qu'on n'a pas suivi cette doctrine qu'aujourd'hui le Mali est dans la situation que l'on sait. Quand il y a eu la crise libyenne et que des fractions, des débris de l'armée de Kadhafi ont cherché à se réfugier dans nos pays, ces débris ont essayé de s'implanter au Niger. On leur a posé des conditions très claires. Ou bien vous continuez votre chemin, ou bien si vous voulez rester au Niger, vous désarmez. Ils sont allés au Mali. La même exigence n'a pas été de rigueur et ils ont provoqué la rébellion et ils ont fait le lit des djihadistes qui ont occupé le Nord Mali, les 2 tiers du Mali, pendant presque un an. Peut-être un mot, peut-être une dernière question de cette émission. Vous êtes en France aujourd'hui, vous avez fait vos études en France, vous connaissez bien ce pays. Lorsque vous voyez que la semaine prochaine, il y a une grande consultation, les élections européennes, où l'extrême droite en France peut être la principale formation politique, comment réagissez-vous, l'homme qui a vécu dans ce pays? Vous êtes inquiet, vous dites c'est pas mon affaire. Comment réagit également la population de votre pays? C'est vrai, vous avez raison. J'ai eu beaucoup de plaisir à étudier ici en France pendant plusieurs années. J'étais à Montpellier. J'ai fait ma maîtrise de mathématiques à Montpellier. J'ai suivi des cours de 2A ici à Paris. Alors à l'époque, l'extrême droite était résiduelle. Mais je n'ai pas, je crois, l'habitude de commenter les situations politiques intérieures aux autres pays. Vous ne nous direz rien sur ce point. Eh bien, nous, on en parlera la semaine prochaine sur les antennes de TV5, naturellement. Merci d'être venu nous voir à l'occasion de ce sommet à Paris pour retrouver ces jeunes filles. Un appel auquel les 3 rédactions représentées ici, RFI, TV5 Monde et naturellement le quotidien Le Monde, ajoutent leur voix.
pour retrouver, libérer ces jeunes filles détenues par cette secte fondamentaliste, donc Boko Haram. Merci d'avoir été avec nous, Monsieur le Président de la République du Niger. Excellente suite de programmes sur les antennes respectives. On se retrouvera ici même dans tout juste une semaine. Merci.